Ça filme là? Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo on ne peut plus palpitante où nous allons parler des façons de découvrir si une personne a cliqué, a visité un dossier sous Windows. Et cela, c'est très important, sans logiciel pour ce faire. Sans logiciel parce que on pourrait imaginer par exemple que si une personne accède physiquement à un ordinateur, elle pourrait voir ou supprimer un éventuel logiciel de surveillance qui ferait cela très bien. Et donc voilà, on cherche, ici c'est pas forcément un but ultime à rechercher, mais c'était, vous allez le voir, tout un processus que j'ai mis plusieurs années à trouver, à mettre au point, à programmer, donc j'en suis assez fier aujourd'hui de vous le présenter. C'est donc une façon de découvrir sans aucun programme externe si une personne a visité ou non un dossier. Je vais vous faire l'exemple dans un instant, mais tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi ce savoir qu'une personne a accédé à un dossier particulier peut nous servir, tout simplement parce que souvent, trop souvent, les entreprises et même les particuliers qui se retrouvent victimes de piratage, eh bien elles vont déposer plainte, elles vont à la gendarmerie, à la police, et puis elles vont faire un dossier de dépôt de plainte, et souvent il faudra dans ce dossier des preuves. Les policiers ne vont pas forcément démarrer l'enquête, ça va peut-être finir sur nulle part, s'il n'y a pas de preuves d'accès, etc. Alors éventuellement, bien sûr, les adresses IP, etc., etc. Je ne dis pas là que ce que je vais vous proposer aujourd'hui va vous permettre de faire un dossier très très complet et de façon sûre que ça puisse avancer pour une enquête, mais c'est pour faire le point et pour mettre en avant le fait qu'il y a malheureusement de nos jours bien trop de problèmes de preuves après des piratages. Des fois c'est l'inverse, c'est qu'il y a tellement de données qu'on n'arrive plus à les organiser, qu'on ne sait plus qui a fait quoi, on est noyé dans les données, mais il y a l'inverse où on n'a pas de données, on ne sait pas ce qui s'est passé, et il est donc intéressant en sécurité informatique de pouvoir voir, d'avoir un petit historique, de pouvoir un petit peu pister ce qui s'est passé. Je reviens de la parenthèse et je passe donc directement à l'exemple. Pour cela, j'ai fait un petit site web pour l'occasion qui va nous permettre, vous voyez, alors je m'excuse pour le design, c'était vraiment pas là le but, mais j'ai fait un simple petit bouton générer mon dossier piégé. Lorsque je clique dessus, eh bien, il me dit en haut télécharger votre dossier piégé avec un identifiant unique qui s'affiche ici en gras et un lien pour voir les statistiques d'ouverture de clic du dossier. Je vais cliquer sur télécharger votre dossier privé. Vous pouvez bien sûr faire le test de votre côté. Rassurez-vous, il n'y a aucun programme malveillant, c'est un dossier uniquement. Mais si vous avez un doute, ne téléchargez rien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre la démonstration que je fais. C'est donc un fichier zip. Je vais donc l'ouvrir. Et vous voyez que dans ce fichier, il y a un dossier secret. C'est bel et bien un dossier Windows. Type dossier, c'est pas un programme avec une icône de dossier parce que c'est tout à fait possible. Et j'en parle d'ailleurs dans d'autres vidéos ou cours. Je l'ai donc mis sur le bureau. Vous voyez, il est ici, dossier secret. OK. Ensuite, j'ai voir les statistiques de mon dossier. Et puis regardez, je tombe sur les statistiques et j'ai directement un nom d'ordinateur M, en l'occurrence le nom de l'ordinateur actuel, et la date de la vue ou du clic qui est ici. Pourquoi est-ce que cette ligne s'affiche déjà sans même l'avoir ouvert? Eh bien parce que la méthode que je vais vous montrer va vous permettre de savoir si un dossier est ouvert, bien sûr, on va le voir dans un instant. Il permet également de savoir si un dossier a été déplacé, s'il a été renommé, s'il a été supprimé, et s'il a été vu dans un dossier parent. Et en l'occurrence ici, le fameux bureau de Windows, le bureau de votre système, c'est un dossier avec ici des sous-dossiers. Donc le dossier secret est un sous-dossier de mon dossier bureau, ce qui fait que en le mettant ici, eh bien j'ai directement vu qu'il a été placé sur celui-ci. Alors maintenant je vais juste actualiser la page pour voir qu'il n'y a rien d'autre, c'est bon. Je vais l'ouvrir, donc je vais faire un double clic dessus. Je ne sais pas si j'ai fait un double clic là. Normalement si. Je fais donc un double clic sur ce dossier et alors j'attends un petit peu, vous voyez qu'il y a ici une première piste, quelque chose se passe quand même, c'est qu'il met un certain temps à s'ouvrir. Mais c'est fait, il s'ouvre et vous voyez qu'il nous dit le dossier est vide. Alors je vais pas vous montrer, j'ai oublié de vous montrer, j'ai juste fait un clic droit propriété et vous voyez qu'ici il nous dit bien c'est un dossier, taille 0 octet et il contient un fichier avec un S. Mais il n'y a pas de fichier dedans, le dossier est vide. D'ailleurs, vous pouvez bien sûr mettre d'autres fichiers si vous le souhaitez ensuite. Et vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Si je fais actualiser, bien vous voyez qu'il nous a détecté la nouvelle date, la nouvelle heure d'ailleurs précise du clic, donc du double clic que je viens juste de faire. Alors pourquoi est-ce qu'il ne contient rien ce dossier?
comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun programme qui vérifie cela, c'est vraiment fait par Windows de base. Et bien alors, pour introduire cela, bien sûr, si je peux faire plusieurs dossiers pour faire ceci, je peux le faire sur plusieurs systèmes différents. Je crois que j'avais ouvert un Vista ici, voilà, j'avais le même site, générer mon dossier piégé, le voici, je vais donc l'ouvrir avec WinRAR. Je ne sais pas pourquoi je vous montre un deuxième exemple, mais peut-être juste pour vous montrer que ça fonctionne sur d'autres systèmes également. Donc si ici je l'ouvre également, ça je peux refermer. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ça, non, on s'en fout, hop. Donc là pareil, il met un petit peu de temps quand même à s'ouvrir, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous voyez que ici j'ai PC de Michel, donc c'est ce Windows Vista, avec également le clic de repérer. La fenêtre ne répond pas, mais elle va répondre. Dans tous les cas, ça fonctionne bel et bien sur tous les systèmes Windows que j'ai testés. Si vous êtes sous Mac ou sous Linux, ça ne fonctionnera pas. Et je vais tout de suite vous donner l'explication. C'est que si maintenant ici je vais de nouveau sur mon bureau, je fais un nouveau dossier et que dans ce dossier je fais propriété, là j'ai aussi dossier 0 octet, j'ai aussi un fichier, j'ai tout pareil en fait, c'est le même dossier vide. Mais si je vais sur personnaliser, l'onglet personnaliser que vous avez peut-être déjà vu, je peux ici choisir une image de dossier. On va faire choisir un fichier. On va lui donner une image, par exemple, celle-ci, celle du hacker. Et je peux également mettre une icône de dossier. Alors, on va mettre une icône. Ici, on voit qu'il nous met par défaut Shell32, la bibliothèque des icônes de Windows par défaut. Je vais lui mettre par exemple ceci, hein, peu importe. Si je fais OK. Alors là, il nous a changé l'icône du coup, qui est maintenant celle du dossier. On ne voit pas l'autre parce que je crois que c'est justement plus une icône de dossier, donc sinon on l'aurait vu comme fichier à l'intérieur du dossier. Bref, ça ne change absolument rien. Mais si maintenant, alors si j'ouvre ce nouveau dossier, c'est pareil, le dossier est vide. Par contre, si je vais dans les options de dossier de Windows que vous connaissez sans doute déjà, onglet affichage, eh bien on a ici, je ne sais plus où c'est, afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés. Là où vous voyez un petit peu où je commence à en venir. Alors je vais faire ceci, appliquer. On a un fichier desktop qui vient de s'afficher ici. Et on a un fichier desktop qui vient de s'afficher ici. Alors en temps normal, il ne devrait pas s'afficher. C'est parce que ici, j'ai également décoché, il faut décocher une deuxième case qui est ici, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Si je l'affiche, vous voyez que les fichiers doivent redisparaître. Ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Si, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc je vais du coup la remettre, hein. Je m'excuse de pousser les explications, mais c'est pour vous montrer vraiment que ce que je vous dis, c'est ce qui existe, et que je ne m'amuse pas à montrer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc du coup, vous voyez qu'on a un fichier qui vient de se trouver dans nos dossiers, c'est un fichier desktop. On a même le fichier desktop qui est également ici sur le bureau, un fichier desktop.ini pour être précis, vous voyez qu'il est dans tous les dossiers. Si je vais donc dans ce nouveau dossier avec ma nouvelle icône, j'ouvre ce fichier desktop, et bien voici ce qui se trouve dans ce fichier. Ce fichier desktop est en fait un fichier de configuration, de personnalisation qui permet de retenir plusieurs choses, dont justement l'image, le logo du dossier que j'ai donné juste avant, et ici l'icône avec notre fameux Shell32 qui nous dit 316, c'est sûrement l'index, le numéro de l'icône qui se trouve dans cette bibliothèque de ce fichier .dll. Ça, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Le problème, et c'est là que j'en viens au fonctionnement de ce dossier que l'on peut repérer, c'est que ici, on n'est pas obligé de mettre un chemin vers un fichier physique sur le disque de notre ordinateur. On peut mettre également une URL vers un site distant pour demander à Windows en fait de chercher par exemple cette icône ailleurs, sur un site, au niveau du réseau. Et lorsqu'on fait ceci, eh bien Windows va faire automatiquement une requête DNS sur le site en question pour trouver son adresse IP, pour trouver l'endroit où se trouve l'icône. Et si on fait ceci, mais qu'on crée volontairement un site, un serveur DNS derrière, qui va donc récupérer les requêtes de Windows, eh bien on peut savoir que le dossier a été cliqué, ouvert, supprimé, tout simplement. Alors regardez, maintenant je vais ouvrir ce fameux fichier desktop de mon dossier secret cette fois-ci. Alors là du coup il va à nouveau mettre du temps parce qu'il va de nouveau voir que j'ai fait une vue sur mon dossier. Donc si je reviens ici, je vois que j'ai un troisième, voire un quatrième, voire un cinquième. Vous voyez qu'à force de montrer les propriétés, etc., d'afficher le dossier, eh bien j'ai tout ça qui est enregistré systématiquement. Donc toute l'activité qui se passe autour de ce dossier
est enregistré. Bien sûr, l'idée, ça serait par exemple, si vous souhaitez le faire chez vous, de cacher ça dans un dossier un peu sensible, secret de votre ordinateur, et dès lors que quelqu'un sera dans le dossier parent, ou cliquera ou supprimera, ou peu importe ce dossier-là, eh bien vous serez informé. Là, vous voyez ce que je disais juste avant, c'est qu'on a fait un fichier fictif ressources.dll, mais on a mis ici un site avec, sous forme de sous-domaine, des variables, username, userdomain, ici un chiffre, un nombre, pardon, et ici l'identifiant, qui est l'identifiant unique qui est ici associé en fait à chaque dossier. Donc on a ceci, et ces variables vont en fait, sont aussi faites par Windows, elles vont être remplacées dynamiquement par le nom de l'ordinateur, c'est justement ce qu'on peut voir ensuite ici. Et donc en fournissant ceci à mon site ici, triggered.site, oubliez le nom, je peux donc récupérer ces informations. Voilà donc comment ça fonctionne de façon haut niveau, de façon pas très technique. Libre à vous de le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez voir un petit peu si ça fonctionne de votre côté. Si ça ne fonctionne pas, dites-le moi gentiment dans les commentaires. Mais en théorie, ça fonctionne. Et là, on peut se demander légitimement aussi, est-ce que Windows ne ferait pas par hasard une petite fuite de nom de PC ou des choses comme ceci via ce fichier? Possible également que ça ne soit plus mis à jour, possible qu'il n'y ait tellement peu de personnes jusqu'à présent qui connaissent cette technique que Microsoft s'est dit que bon, c'est pas bien grave, je ne sais pas. Bien, je vais donc passer à présent au code source de ceci. Alors, si vous n'êtes pas très technique et que vous voulez juste voir comment ça fonctionne, eh bien c'est parfait. Vous pouvez quand même continuer à suivre cette vidéo. Si au contraire vous êtes un peu programmeur PHP et que vous voulez savoir concrètement comment ça fonctionne, eh bien bienvenue, je vais tout de suite vous montrer comment faire, comment ça a été possible. Me voici donc dans le code source du site que vous avez vu juste avant, plus particulièrement la page d'accueil, où j'ai créé en fait une classe PHP que j'ai appelée FileToken. J'ai commenté tout mon code en anglais, c'est un standard plus ou moins, du moins ça me permet de partager cela avec une audience un peu plus internationale, mais je vais vous l'expliquer rapidement quand même, de façon à ce que vous puissiez comprendre en tant que programmeur comment ça fonctionne. Et justement, une note avant de commencer, pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet? C'est un projet qui m'a pris, je crois, 2 ou 3 années, j'étais un petit peu dessus, ça m'avait intéressé tout cela, et j'avais envie c'était un petit peu un défi que je me suis lancé, pour déjà savoir comment est-ce qu'on programme ça, comment est-ce que fonctionne le système, comment mettre tout ça en place. Si vous voulez, il y a deux façons d'apprendre la programmation, de programmer et même d'apprendre le hacking éthique en fin de compte, qui est pour rappel à savoir comment fonctionnent dans les détails les systèmes. Vous avez une façon simple et logique qui serait tout simplement de se dire il existe beaucoup de programmes, on ne va pas réinventer la roue, on reprend ça et on fait ça. Et il y a l'autre façon qui est, moi j'ai envie de savoir précisément comment ça fonctionne, j'ai envie de savoir les détails internes des systèmes, des langages de programmation, des fichiers zip par exemple. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu ce défi-là que je me suis lancé. Je me suis dit, voilà, je vais aller jusqu'à l'octet pour voir comment on peut mettre tout ça en place. Donc ce que je vais vous montrer, il y a des alternatives possibles avec des bibliothèques de code, etc. etc. J'en ai mis un commentaire avec la fameuse bibliothèque zip archive de PHP. Je referme la parenthèse et du coup, voilà pourquoi je me retrouve avec un code assez choquant comme ça, avec plusieurs nombres en hexadécimal qui représentent en fin de compte ce dossier avec ce fichier desktop.ini. Je commence donc, si vous voulez, je fais dans mes variables ici desktop byte array, je construis ce fichier desktop.ini en pouvant lui mettre dynamiquement ce fameux site et ce fameux splitter qui me permet en fait, je ne sais pas comment on dit en français, c'est un séparateur, voilà, qui va me permettre tout simplement de séparer ici les différents composants, de pouvoir récupérer ceci, de pouvoir récupérer l'identifiant, etc. Je l'ai fait de façon à faire ensuite autre chose que je n'ai pas fait finalement. Je vous passe les détails, ça fonctionne ainsi et puis c'est déjà très bien comme ça. Du coup, j'ai fait ceci pour un petit peu mieux comprendre, alors déjà comment fonctionne ce fichier desktop.ini et surtout comment fonctionnent les archives zip. Parce que c'est facile de faire un clic droit, créer une archive zip, mais comment est-ce que ça fonctionne dans les détails? C'est ça un petit peu ce qui m'a intéressé. Et pour ce faire, je me suis rendu sur Wikipédia ici, sur le zip, le format de fichier zip,
où vous voyez qu'il y a d'abord un header, un en-tête fichier zip qui est bien défini. Alors là, j'ai une autre chose à raconter, c'est par rapport aux extensions de fichiers. Parce qu'on a des extensions .png, les images, .zip, justement, .mp4 ou peu importe. C'est surtout pour nous les extensions, pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Mais en fin de compte, la véritable chose qui va nous permettre au niveau du programme de détecter une extension spécifique, un type de fichier spécifique, c'est ce fameux en-tête. Et du coup, il y a une signature en tout premier que vous pouvez voir ici. Ça, c'est la signature qui dit le reste, c'est un fichier zip, prenez-le comme un fichier zip. Il y a bien sûr une en-tête PNG, une en-tête AVI, MP4, je sais pas, il y a plein d'en-têtes différentes. Cette en-tête-là, alors vous voyez, c'est le 0403 4B50, et bien il est là. Il est ici. 0A0403 4B50. Je l'ai en fait écrit dans l'autre sens que celui qui nous est proposé. Et là, je vais en rajouter souvent plusieurs remarques à la suite. Du coup, c'est ici à lire, comme ils le disent, en little endian, c'est ce qu'on appelle en français le petit bootiste. Le bootisme, c'est la façon dont ont les systèmes de lire les programmes, les fichiers en fin de compte. On peut le faire de façon, si vous voulez, de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est comme si vous prenez tous vos octets, soit vous les lisez comme ça, soit vous inversez le tout, vous lisez de l'autre sens. On peut le lire dans un sens ou dans l'autre. Tant que les données restent les mêmes, il faut juste s'organiser et standardiser cette lecture. Donc ici, justement, alors je ne sais plus si c'est Windows ou si c'est Zip, je crois que c'est Windows qui a besoin de le lire dans l'autre sens que celui qui nous est proposé. Du coup, c'est pas grave, ça fonctionne, j'ai juste tout inversé. Et là, vous y voyez, par exemple, notre CRC32 que j'ai mis également en tant qu'octet en fin de compte, et qui correspond ici, CRC32, qui nous dit il est sur 4 bytes, 4 octets, et à l'offset 14, donc à la place 14. Et bien donc ici, je me retrouve avec CRC sur 4 octets qui sont ici. Ça, le CRC, c'est la somme de contrôle. C'est ce qui va permettre de dire, mon fichier zip, il est valide, il n'y a pas eu de modification de données. Peut-être que vous avez déjà vu, lorsque vous ouvrez un fichier zip, il vous dit fichier corrompu, il y a eu un problème de validation du fichier, essayez de le réparer ou essayez de le retélécharger. Et bien simplement, c'est cette somme de contrôle qui est inclue au fichier zip et qui est une empreinte de ce fichier, de ces données. On dit par exemple, voilà, il y a ça dedans, ça a fait cette empreinte, et on met l'empreinte dans le fichier. Du coup, ensuite, lorsqu'on lit le fichier, on peut relire cette empreinte et on peut dire, ah tiens, là j'ai calculé l'empreinte, j'ai lu l'empreinte, c'est les deux mêmes, donc il n'y a pas eu de modification sur le fichier. Aussi simple que ça, et donc il faut mettre, selon la spécification zip, cette somme de contrôle qu'il faut donc calculer aussi pour que ça fonctionne correctement. Puis il y a la taille compressée, la taille non compressée, etc. Je n'ai pas allé dans tous les détails. Vous voyez ici qu'il y a la version minimale requise, la date de modification, etc. Le nom de fichier, peu importe. C'est à peu près tout ce qu'il y a ici, plus ici et ici. Tout cela m'a permis donc de pouvoir créer à la volée ce fichier zip contenant un dossier contenant le fichier desktop avec les différentes variables que l'on peut lui mettre, dont le nom de site. Voilà, c'est à peu près tout. Après, c'est des modifications, des façons de générer ce fichier. Et c'est ça ce qui me permet de créer donc le site et plus particulièrement le bouton me permettant de générer très rapidement un dossier piégé. Après, il ne reste plus qu'à s'occuper de la base de données pour récupérer les statistiques et les afficher ici. Mais là, il manque un point très important, c'est le serveur DNS. Serveur DNS, j'en ai parlé rapidement parce que lorsqu'on fait ceci, Windows ne va pas visiter le site, c'est très important la différence. Il ne va pas aller sur le site, il ne va pas faire une requête HTTP, mais il va faire une requête DNS pour essayer de récupérer l'adresse IP. On s'en moque ici de récupérer une page web, c'est pas ça le but, c'est de récupérer une icône, un fichier contenant une icône. Du coup, j'ai dû mettre en place un serveur DNS, alors il y a plusieurs façons de le faire, et pour ça j'ai trouvé un code source sur GitHub alors je ne sais plus comment il s'appelait exactement, il est ici, c'est de Yswery, ou Y-S-W-E-R-Y, et qui nous permet de faire ce fameux serveur DNS en PHP directement. J'ai donc repris le code, je l'ai adapté pour pouvoir y ajouter un enregistrement en base de données. Bien sûr, pour cela, il vous faudra un serveur dédié si vous voulez répliquer le code, et c'est ainsi que tout fonctionne. Je m'arrête là pour le détail parce que ça va être vraiment long et puis voilà, fastidieux à comprendre, etc. Si vous souhaitez en savoir plus, je mets également le code sur GitHub, il est open source, vous pourrez faire ce que vous voulez, éventuellement apprendre par rapport à ça, même si c'est pas ce que je vous conseillerais si vous débutez complètement,
Mais au contraire, si vous y connaissez un petit peu, vous voulez un petit peu en parler, vous voulez améliorer le code, et bien ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas dans ce cas-là à me laisser un commentaire. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, eh bien je vous remercie parce que là vous avez l'air d'être vraiment passionné parce que je ne pense pas que j'ai beaucoup de personnes qui restent. Donc merci encore une fois. Je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt.